Le Noël d'Hercule Poirot, Agatha Christie, 4e partie, 25 décembre. Chapitre 1. Sous le soleil étincelant de cette fin de matinée de Noël, Hercule Poirot arpentait les jardins de Goston Hall. Le manoir lui-même était une vaste bâtisse, solide et massive, sans aucune prétention architecturale. Sur son côté sud, courait une large terrasse bordée d'ifs taillés. Du gazon nain poussait entre les dalles, et des bacs de pierre plantés de jardins miniatures étaient disposés à intervalles réguliers. Poirot les contempla d'un œil réprobateur. « Ça, c'est une bonne idée, » se murmura-t-il en lui-même. À quelque distance de là, il aperçut 2 silhouettes qui se dirigeaient vers une pièce d'eau, environ 300 mètres plus loin. Pilar était aisément reconnaissable, et Poirot crut d'abord que son compagnon était Stephen Fare. Puis, il se rendit compte de son erreur. C'était Harry Lee qui cheminait aux côtés de Pilar. Un Harry Lee très absorbé, sembla-t-il, par sa charmante nièce. Par moments, il renversait la tête pour lancer un grand rire. Puis, il se penchait de nouveau attentivement vers elle. En voilà en tout cas un qui ne porte pas le deuil, se dit Poirot. Un léger bruit dans son dos le fit se retourner. Magdalen Lee se tenait derrière lui. Elle aussi regardait s'éloigner les 2 silhouettes. Elle tourna la tête vers Poirot et lui adressa un sourire enchanteur. « Quelle journée splendide! On a du mal à croire à toutes ces horreurs de la nuit dernière, n'est-ce pas, monsieur Poirot ?»« C'est bien difficile, en effet, madame. C'est la première fois de ma vie que je suis mêlée de près à une tragédie, » soupira Magdalen. « En fait, je viens de passer d'un seul coup à l'âge adulte. Je crois que j'étais restée gosse trop longtemps, ce qui n'est pas une bonne chose. » Elle poussa un nouveau soupir. Ah, quant à Pilar, elle a l'air tellement maîtresse d'elle-même. Ça doit être son sang espagnol. Tout cela est quand même très bizarre, non ? Qu'est-ce qui est bizarre, chère petite madame ? Cette façon d'arriver soudain, de surgir de nulle part. J'ai appris que monsieur Lee la recherchait depuis un certain temps. Il était en correspondance avec le consulat de Madrid et avec le vice-consul à Alicara, où sa mère est morte. Il ne s'en était pas vanté, dit Magdalen. Alfred n'en savait rien, Lydia non plus. Ah, dit Poirot. Magdalen se rapprocha de lui. Il pouvait sentir son parfum délicat. Vous savez, monsieur Poirot, il y a une histoire au sujet d'Estravados, le mari de Jennifer. Il est mort très peu de temps après leur mariage, et il y a tout un mystère là-dessous. Alfred et Lydia sont au courant. Je crois que c'était quelque chose d'assez scandaleux. Tout ceci est bien triste, dit Poirot. Mon mari pense que, et je suis d'accord avec lui, qu'on aurait dû mettre la famille au courant des antécédents de cette fille. Après tout, si son père était un criminel... Elle attendit, mais Hercule Poirot restait silencieux. Il semblait admirer toutes les beautés qu'étaient susceptibles d'offrir les parterres de Goston Hall au cœur de l'hiver. Je ne peux m'empêcher de penser que la façon dont mon beau-père a été tué est assez significative, insista Magdalen. C'est un crime, comment dire, si peu anglais. Hercule Poirot se retourna lentement. Ses yeux graves rencontrèrent ceux de la jeune femme, ingénument interrogatifs. « Tiens, la pâte espagnole, vous croyez ? Ces gens-là sont archi-cruels, non ? dit Magdalen d'une voix de petite fille. Les corridas, tout ça ? Vous voulez dire qu'à votre avis, la señorita Estravados a égorgé son grand-père ? demanda Poirot d'un ton léger. « Oh non, monsieur Poirot !» protesta Magdalen avec véhémence. « Je n'ai jamais rien dit de pareil. Je vous assure bien que non. » « Exact, » concéda Poirot.
Peut-être ne l'avez-vous pas dit. Mais je pense en effet qu'elle est, eh bien, suspecte. La façon furtive dont elle a ramassé quelque chose par terre dans la chambre hier soir, par exemple. La voix de Poirot changea d'intonation. Elle a ramassé quelque chose par terre hier soir. Magdalene hocha la tête. Sa bouche enfantine fit une moue de dédain. Oui, dès que nous sommes entrés dans la pièce, elle a jeté un coup d'œil pour voir si personne ne la regardait, et hop, elle a fondu sur la proie. Encore heureux que le superintendant l'ait vue et qu'il ait exigé une restitution immédiate. Et qu'avait-elle dans la main, vous le savez, madame? Non, je n'étais pas assez près pour le voir. Il y avait du regret dans la voix de Magdalene. C'était quelque chose de très petit. Poirot fronça les sourcils. Intéressant, ça, murmura-t-il. Oui, appuya Magdalene. J'ai pensé qu'il fallait que vous soyez au courant. Après tout, nous ne savons rien de l'éducation de Pilar, ni de la vie qu'elle a menée. Alfred est toujours si sourcilleux, et la chère Lydia si insouciante. D'ailleurs, je ferais mieux d'aller voir si je peux les aider. Il y a peut-être des lettres à écrire. Et elle s'éloigna, un sourire de malveillance satisfaite sur les lèvres. Poirot resta sur la terrasse, perdu dans ses pensées. Le superintendant. Chapitre 2. Le superintendant Sugden vint bientôt vers lui, l'air sombre. « Bonjour, monsieur Poirot, dit-il. Pas vraiment le cas de se souhaiter joyeux Noël, n'est-ce pas ? Mon cher collègue, votre physionomie n'incite certes pas à se réjouir. M'eussiez-vous dit joyeux Noël que je n'aurais pas osé vous en souhaiter beaucoup d'autres semblables, comme vous le faites ici. J'espère bien que c'est le premier et le dernier de ce genre-là, c'est sûr, dit Sugden. Vous avez progressé ? J'ai vérifié pas mal de choses. L'alibi de Horbury tient la route. Le contrôleur du cinéma l'a vu entrer avec la fille et repartir avec elle à la fin de la séance. Horbury n'est pas sorti et n'aurait pas pu le faire et revenir pendant la projection. Il est catégorique. La fille jure ses grands dieux qu'il est resté avec elle pendant toute la séance. Poirot leva les sourcils. Alors, je ne vois pas ce qu'on peut ajouter. Bah, sait-on jamais avec les filles, dit le cynique Sugden. Pour un homme, elles seraient toutes capables de mentir jusqu'à la gauche. Ce qui tendrait à prouver qu'elles ont du cœur, dit Poirot. Ça, c'est bien un point de vue d'étranger, grommela Sugden. Ça entrave le cours de la justice. La justice est une chose très étrange, rétorqua Poirot. Y avez-vous jamais songé ? Sugden le regarda fixement. Vous êtes un type bizarre, monsieur Poirot. Pas du tout. Je me contente de suivre une ligne de pensée logique. Mais nous n'allons pas nous quereller là-dessus. Vous estimez donc, vous, que la demoiselle de la laiterie ne dit pas la vérité ? Sugden secoua la tête. Non, dit-il, ce n'est pas ça. En fait, je crois qu'elle dit la vérité. Elle n'est pas du genre compliqué et si elle me mentait, je crois que je le saurais tout de suite. Vous avez de l'expérience, hein ? Exactement, monsieur Poirot. Quand on a passé des années à recueillir des déclarations, on repère en gros quand les gens disent la vérité et quand ils mentent. Non, je crois que le témoignage de la fille est sincère. Auquel cas, Horbury n'a pas pu assassiner le vieux lit, ce qui nous ramène aux gens de la maison. Il prit une profonde inspiration. C'est l'un d'eux qui a fait le coup, monsieur Poirot. C'est l'un d'eux. Mais lequel ? Aucun élément nouveau ? Si, j'ai eu la chance avec les coups de téléphone. Monsieur George Lee a obtenu une communication pour Westeringham à 9h-2. Cet appel a duré moins de 6 minutes. Tiens donc. Comme vous dites. Et qui plus est, il n'y a pas eu d'autre appel. Ni pour Westeringham, ni pour nulle part ailleurs. Très intéressant, approuva Poirot. Monsieur George Lee prétend qu'il venait juste de raccrocher quand il a entendu le bruit au premier. Mais en fait, il avait raccroché au moins 10 minutes avant.
Où était-il fourré pendant ces 10 minutes? Madame George Lee dit qu'elle était en train de téléphoner, mais elle n'a jamais appelé personne. Où diable était-elle passée? Je vous ai vu lui parler, monsieur Poirot. C'était une question indirecte, à laquelle Poirot répondit tout de go. Vous faites erreur. Hein? Je ne lui parlais pas, c'est elle qui me parlait. Oh! Sogden fut sur le point de balayer le distinguo avec impatience. Puis la signification lui en apparut. C'est elle qui vous parlait, dites-vous. Absolument. Elle est venue me trouver expressément dans ce but. Et qu'avait-elle à dire? Elle voulait attirer mon attention sur certains points. Le caractère résolument non anglais du meurtre, les antécédents vraisemblablement douteux de Miss Estravados du côté paternel, le fait que Miss Estravados avait furtivement ramassé quelque chose par terre hier soir. « Ah, elle vous a dit ça » fit Sugden avec intérêt. « Oui, qu'a-t-elle donc ramassé, la señorita ?»« J'aimerais bien qu'on me le dise, » soupira Sugden. « Je vous montrerai. Dans un roman policier, c'est le genre de truc qui vous résout un mystère à 5 secs. Mais, dans le cas présent, si vous arrivez à en tirer quelque chose, je veux bien rendre mon uniforme. » « Montrez-moi. » Sugden sortit une enveloppe de sa poche et en renversa le contenu sur sa paume. Un léger sourire flottait sur ses lèvres. « Voilà. Quelle conclusion vous suggère ça ? » Sur la large paume du superintendant gisait un lambeau de caoutchouc rose et une petite cheville de bois. Le sourire de Sugden s'élargit quand Poirot saisit des yeux l'objet et les examina en fronçant les sourcils. « Alors, cela vous inspire, monsieur Poirot ? Ce petit morceau de caoutchouc pourrait-il avoir été découpé dans une trousse de toilette ? C'est le cas. Ça provient de la trousse de toilette du vieux Siméon Lee. Quelqu'un y a découpé un triangle avec des ciseaux. Monsieur Lee peut fort bien l'avoir fait lui-même, pour autant que je sache. Mais ce qui m'échappe, c'est pourquoi il aurait fait ça. Horbury est incapable de nous fournir la moindre lueur sur la question. Quant au bout de bois, ça ressemble à un fichet de tric-trac, mais généralement, ce sont des pièces en ivoire. Ça, c'est un vulgaire morceau de bois qu'on jugerait taillé au couteau. Tout à fait remarquable, murmura Poirot. Gardez-les si cela vous chante, proposa aimablement Sugden. Moi, je n'en veux pas. Mon bon ami, je ne voudrais pas vous en priver. Ça n'évoque rien du tout pour vous? Rigoureusement rien, je dois le reconnaître. Sensationnel, railla Sugden d'un ton lourd, sarcasme, en remettant les 2 objets dans sa poche. Voilà ce qui s'appelle faire un grand pas en avant. Madame George Lee affirme que la jeune Pilar a ramassé ces 2 babioles d'une manière furtive. En diriez-vous autant? Sugden réfléchit à la question. Non, répondit-il avec hésitation. Je n'irai pas jusque-là. Elle n'avait pas l'air coupable, rien de ce genre. Mais elle les a effectivement ramassées. Et bien, très vite, mine de rien, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle ne savait pas que je l'avais vu faire. Ça, j'en suis sûre. Elle a sursauté quand je lui suis tombée dessus. Ce qui tendrait à prouver, dit pensivement Poirot, qu'elle avait une raison d'avoir ramassé ça. Mais quelle espèce de raison pouvait-elle bien avoir? Ce petit morceau de caoutchouc est tout neuf. Il n'a servi à rien. Il ne peut avoir aucune signification. Et pourtant... Sugden l'interrompit avec impatience. Bon, eh bien, faites-vous des cheveux blancs là-dessus, si cela vous dit, monsieur Poirot. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. La situation se présente comment, à votre avis? Demanda Poirot. Sugden sortit son calepin. Tenons-nous-en aux faits. Pour commencer, il y a les gens qui ne peuvent pas avoir commis le crime. Mettons-les à part tout de suite. Et ce sont Alfred et Harry Lee. Ils possèdent un alibi inattaquable. Madame Alfred Lee également, puisque Tressilian l'a vue dans le salon
1 minute avant que le grabuge ne commence au premier. Ces 3-là sont hors de cause. Voyons maintenant les autres. Tenez, voici la liste que j'ai dressée pour plus de clarté. Il tendit son carnet à Poirot. Au moment du meurtre, George Lee était... Point d'interrogation. Madame George Lee était... Point d'interrogation. David Lee était... Dans la salle de musique en train de jouer du piano, confirmé par sa femme, entre guillemets. Madame David Lee était... Dans la salle de musique, entre parenthèses, confirmé par son mari. Miss Estravados était dans sa chambre. Aucune confirmation. Stephen Fair était dans la salle de bal, en train de passer des disques sur le gramophone. Confirmé par 3 domestiques qui entendaient la musique depuis le vestibule. Poirot rendit son carnet à Sugden. « Et vous en concluez ?»« Et j'en conclus, dit Sugden, que George Lee a pu tuer le vieux, que Madame George Lee peut l'avoir tué, que Pilar Estravados peut l'avoir tué, et que Monsieur ou Madame David Lee peut l'avoir tué, mais pas les deux. Vous n'acceptez donc pas leur alibi ? Le superintendant secoua énergiquement la tête. Jamais de la vie. Ils sont mari et femme et solidaires l'un de l'autre. Ils peuvent avoir monté leur coup ensemble, ou si un seul est coupable, l'autre est prêt à soutenir son alibi mordicus. Je vois les choses comme ça. Quelqu'un jouait du piano dans la salle de musique. C'était peut-être David Lee, c'était sans doute lui, puisqu'il est musicien accompli, mais rien ne nous prouve que sa femme était là aussi, sauf leurs paroles à tous les deux. De la même façon, ça aurait pu être Hilda qui jouait du piano, pendant que David se faufilait au premier pour tuer son père. Non, ce n'est pas du tout le même cas de figure que les 2 frères dans la salle à manger. Alfred et Harry ne peuvent pas se souffrir, et ni l'un ni l'autre commettrait un parjure pour sauver la peau de l'autre. Qu'en est-il de Stephen Fair ? C'est un suspect possible, parce que cet alibi du gramophone est un peu mince. D'un autre côté, il est plus vraisemblable qu'un alibi en béton armé qui, 9 fois sur 10, a été fabriqué à l'avance. Poirot hocha pensivement la tête. Je vois ce que vous voulez dire. C'est l'alibi d'un homme qui ne savait pas qu'il aurait à en fournir un. Exactement. Et puis, de toute façon, je ne crois pas qu'un étranger soit mêlé à cette affaire. Je suis bien d'accord avec vous, s'empressa d'acquiescer Poirot. C'est une affaire de famille. C'est comme un poisson qui court dans le sang. C'est intime. Ça plonge ses racines au plus profond. On trouve ici réunis, me semble-t-il, la haine et la familiarité. Ah, je ne sais pas, soupira-t-il finalement. C'est difficile. Le superintendant Sugden avait attendu avec respect, mais sans paraître autrement impressionné. Sans doute, monsieur Poirot, mais n'ayez aucune crainte, en procédant avec logique et par élimination, nous arriverons au but. Nous avons déjà les coupables possibles, les personnes qui ont eu tout loisir de tuer. George Lee, Magdalene Lee, David Lee, Hilda Lee, Pilar Estravados, et j'ajouterai Stephen Fair. Voyons maintenant le mobile. Qui avait une raison d'éliminer Monsieur Lee ? Là encore, nous pouvons écarter d'emblée certaines personnes. Miss Estravados, pour commencer, je suppose que le testament actuel ne lui laisse rien du tout. Si Siméon Lee était mort avant sa mère, elle aurait hérité de la part de celle-ci, à moins que sa mère en ait disposé autrement. Mais comme Jennifer Estravados est morte avant Siméon Lee, sa part réintègre la succession. Miss Estravados avait donc tout intérêt à ce que le vieil homme vive. Il l'aurait prise en affection, il ne l'aurait certainement pas oublié dans son Nouveau Testament. Elle avait tout à perdre et rien à gagner avec ce meurtre. Vous êtes d'accord avec ça ? Parfaitement. Il reste bien sûr l'éventualité qu'elle lui ait coupé la gorge dans le feu d'une dispute, mais cela me semble hautement improbable. D'abord, ils étaient dans les meilleurs termes,
Et puis, elle n'était pas ici depuis assez longtemps pour avoir des griefs contre lui. Il semble donc très douteux que Miss Estravados ait quoi que ce soit à voir avec ce meurtre. Sauf, bien sûr, à considérer que couper la gorge d'un homme est un comportement fort peu anglais, comme l'a suggéré votre amie Madame George Lee. N'en parlez pas comme de mon ami, se défendit Poirot. Ou je vous en parlerai de votre ami, Pilar Estravados, qui vous trouve si bel homme. Il eut la satisfaction de voir se troubler le très gourmet superintendant, qui, pour la seconde fois, vira à l'écarlate. Poirot le considéra d'un œil malicieux, et reprit non sans une soudaine mélancolie. « C'est vrai que vous avez une moustache superbe. Dites-moi, vous utilisez une pommade spéciale ?»« Une pommade ? Grand Dieu, non. Qu'est-ce que vous mettez alors ?»« Ce que je mets ? Rien du tout. Elle pousse, c'est tout. » Heureux homme. Poirot caressa sa propre moustache, noire et bien fournie, et soupira de rechef. Si coûteux que soit le produit employé, restaurer la couleur naturelle appauvrit toujours quelque peu la qualité du poil. Le superintendant Sugden, qui n'avait que faire de ses problèmes cosmétiques, poursuivait cependant avec flegme. Si l'on examine le mobile du crime, je dirais que nous pouvons sans doute éliminer M. Stephen Fair. Il est possible qu'il ait eu quelques entourloupes entre son père et M. Lee, et que le premier en ait souffert, mais ça m'étonnerait. Fair avait l'air tellement tranquille et sûr de lui en parlant de ça. Je ne pense pas qu'il jouait à la comédie. Non, je doute que nous trouvions quelque chose de ce côté. Je ne pense pas non plus, en effet, dit Poirot. Et il y a encore quelqu'un qui avait intérêt à ce qu'il n'arrive rien au vieux. Son fils, Harry. C'est vrai qu'il bénéficie aussi du testament actuel, mais je ne pense pas qu'il le savait. Et, en tout cas, il ne pouvait pas en être sûr. Le sentiment général était que Harry avait été définitivement déshérité quand il avait largué les amarres. Mais, là, il était sur le point de rentrer en grâce. Que son père rédige un Nouveau Testament était tout à son avantage. Il n'aurait pas été assez bête pour le tuer juste à ce moment-là. Et d'ailleurs, comme nous le savons, il n'en aurait pas pu le faire. Vous voyez, nous avançons, nous éliminons du monde. C'est vrai, il ne restera bientôt plus personne. Oh, pas si vite, dit Sugden avec un grand sourire. Il nous reste George Lee et sa femme, et David et Hilda Lee. Ils profitent tous de cette mort, et de l'argent, ai-je cru comprendre. Et l'argent, ai-je cru comprendre, est l'idée fixe de George Lee. En outre, son père menaçait de rogner sa pension. Nous avons donc pour George Lee un mobile et une occasion. Continuez, dit Poirot. Nous avons aussi Madame George. Elle aime l'argent autant qu'un chat aime la crème. Et je serais prêt à parier qu'elle est endettée jusqu'au cou en ce moment même. Elle était jalouse de la jeune Espagnole. Elle a eu tôt fait de s'apercevoir qu'elle prenait de l'ascendant sur le vieil homme. Elle entend celui-ci provoquer son notaire, alors elle frappe très vite. Ça pourrait se tenir. Possible. Et puis il y a David Lee et sa femme. Ils bénéficient du testament actuel, mais je ne pense pas que l'argent soit une motivation particulièrement forte dans leur cas. Non ? Non, David Lee a plutôt l'air d'un rêveur, pas d'un type intéressé. Mais il est, il est bizarre. Et pour ma part, je vois 3 mobiles possibles pour ce meurtre. Il y a cette affaire de diamants, il y a le testament, et il y a la haine pure et simple. Ah, vous voyez ça, vous ? Naturellement. J'ai eu ça à l'esprit depuis le début. Si David Lee a tué son père, je ne crois pas que ce soit pour l'argent. Et si c'était lui le criminel, cela expliquerait, le bain de sang. Poirot lui décocha un regard approbateur. Nous y voilà. Je me demandais quand vous décideriez à prendre ça en considération. Tant de sang. C'est ce qu'a dit Madame Alfred. Cela nous amène aux rites anciens, au sacrifice sanglant, à l'onction dans le sang du sacrifice. Sugden se renfrogna. Vous voulez dire que c'est l'œuvre d'un fou ? Très cher.
L'homme possède en lui toutes sortes d'instincts dont il n'a même pas conscience. La soif de sang, l'exigence du sacrifice. David Lee a l'air d'un type bien tranquille, inoffensif, objecta Sugden. Vous ne comprenez pas la psychologie, dit Poirot. David Lee est un homme qui vit dans le passé, un homme chez qui le souvenir de sa mère demeure extrêmement vif. Il a évité son père pendant des années parce qu'il ne pouvait pas lui pardonner la façon dont il avait traité sa mère. Il est peut-être revenu, concédons-lui ça, dans l'intention de pardonner. Mais supposons qu'il n'ait pas pu. Il y a une chose que nous savons. Nous savons que quand David Lee s'est trouvé devant le cadavre de son père, une partie de lui était satisfaite et apaisée. Les meules du Seigneur broient avec lenteur, mais elles réduisent en infime poussière. Châtiment, vengeance, le mal lavé par l'expiation. Sugden eut un brusque frisson. Ne parlez pas comme ça, monsieur Poirot. Vous me flanquez la chair de poule. Ça s'est peut-être passé comme vous le dites. Dans ce cas, Madame David le sait et elle a l'intention de le protéger par tous les moyens. Je la vois bien faisant ça. D'un autre côté, je ne la vois pas du tout en meurtrière. Elle a l'air si popote, si quelconque. C'est donc ça qui vous frappe en elle, murmura Poirot, en le dévisageant avec curiosité. Eh bien, oui, quoi. Bobonne, si vous voulez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je vois parfaitement. Sugden lui lança un regard inquisiteur. Allez, monsieur Poirot, vous avez vos idées sur cette affaire. Racontez. Oui, dit lentement Poirot, j'ai des idées, mais elles sont assez nébuleuses. Laissez-moi d'abord écouter votre résumé de l'affaire. Eh bien, comme je vous ai dit, je vois 3 mobiles possibles. La haine, l'argent et l'embrouille des diamants. Prenons les faits par ordre chronologique. 15h30, réunion de famille. Conversation téléphonique avec le notaire, entendue par tout un chacun. Sur quoi, le vieux tombe à bras raccourcis sur ses enfants, leur dit leur fait, et les flanque à la porte. Ils filent comme des lapins paniqués. Hilda Lee est restée en arrière, rappela Poirot. En effet, mais pas longtemps. Puis, vers 18h, Alfred a une conversation avec son père, conversation pénible. Harry est rétabli à sa place et dans ses droits, Alfred n'est pas content. Alfred, bien sûr, devrait être notre principal suspect. C'est lui qui a le mobile le plus puissant, et de loin. Enfin bref, Harry arrive à son tour. Il a amené le vieux là où il voulait, et il est d'humeur plutôt exubérante. Mais avant ces 2 entretiens, Siméon Lee a découvert la perte des diamants et m'a téléphoné. Il ne mentionne cette disparition à aucun de ses 2 fils. Pourquoi ? Selon moi, parce qu'il était sûr qu'aucun des 2 n'était coupable. Il ne les soupçonnait pas. Je crois que, comme je n'ai cessé de le dire, le vieux soupçonnait Horbury et une autre personne. Et je vois très bien ce qu'il comptait faire. Rappelez-vous, il a dit de façon catégorique qu'il ne voulait pas voir un chat ce soir-là. Pourquoi ? Parce qu'il se préparait à 2 choses. D'abord ma visite, et ensuite la visite de la personne qu'il soupçonnait. Il a effectivement demandé à quelqu'un de venir le voir juste après le dîner. Bon, mais qui pouvait être cette personne ? Peut-être George Lee. Plus vraisemblablement encore, sa femme. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qu'il faut bien mettre sur la liste. Cette Pilar Estravados. Il lui a montré les diamants. Il lui a indiqué leur valeur. Comment savons-nous que cette fille n'est pas une voleuse ? Rappelez-vous les mystérieuses allusions au comportement scandaleux de son père. C'est peut-être bel et bien un voleur professionnel qui a fini par échouer en prison. Et donc, comme vous dites, murmura Poirot, revoilà Pilar Estravados sur la sellette. Oui, mais en tant que voleuse, pas autrement. Elle peut avoir perdu la tête quand elle a été découverte. Elle s'est peut-être jetée sur son grand-père et l'avoir attaqué. Ce n'est pas exclu, non, admit Poirot,
pensif. Le superintendant Sugden le sonda du regard. « Mais ce n'est pas là votre idée sur la question. »« Allons, monsieur Poirot, c'est quoi votre idée sur la question ?»« J'en reviens toujours au même point, dit Poirot. Le caractère de la victime. Quelle sorte d'homme était Siméon Lee ?»« Ce n'est pas un bien grand mystère, gronda Sugden en le toisant d'un œil torve. En ce cas, dites-le-moi. À tout le moins, dites-moi comment on le considérait sur le plan local. Le superintendant Sugden se caressa la mâchoire d'un doigt pensif. Il avait l'air embarrassé. Je ne suis pas vraiment du coin, je suis de là-bas, du Ravenshire, le comté voisin. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le vieux monsieur Lee était un personnage très connu dans la région. Et, par les commérages, j'en ai appris assez long sur son compte. Alors, qu'est-ce qu'il disait, les commérages ? Eh bien, que c'était une fripouille, qu'il n'y avait pas beaucoup de salopards qui lui arrivaient à la cheville, mais qu'il n'était pas près de ses sous, qu'il avait le porte-monnaie facile, comme dit l'autre. Ça me dépasse que monsieur George Lee puisse être exactement le contraire, tout en étant le fils de son père. Ah, mais c'est qu'il y a deux tendances distinctes dans la famille. Alfred, George et David tiennent superficiellement moins du côté maternel. Je me suis intéressée à certains portraits dans la galerie ce matin. Il y avait un caractère de cochon, poursuivit Sugden. Et bien sûr, une sale réputation pour ce qui est des femmes. Enfin, ça, c'est quand il était plus jeune, parce que ça faisait quand même des années qu'il était invalide. Mais même là, il se montrait toujours très généreux. S'il avait un problème, il payait sans lésiner et s'arrangeait plutôt 2 fois qu'une pour caser la fille. C'était peut-être une crapule, mais il n'était pas mesquin. Il traitait mal sa femme, la négligeait et ne pouvait pas voir un jupon sans courir après. Elle est morte le cœur brisé, à ce qu'on dit. C'est une expression toute faite, mais je crois que la pauvre était vraiment très malheureuse. Elle était toujours plus ou moins souffrante et ne sortait pas beaucoup. Il ne fait aucun doute que monsieur Lee est un drôle de coco. Très porté sur la vengeance aussi. Si quelqu'un lui jouait un mauvais tour, il lui rendait toujours la monnaie de sa pièce, à ce qu'il paraît. Et peu importe le temps que ça prenait. Les meules du Seigneur broient avec lenteur, mais elles réduisent en infime poussière, murmura Poirot. Les meules du diable, plutôt, s'exclama Sugden. Rien de sain chez Siméon Lee. Exactement le genre d'homme dont on pourrait dire qu'il avait vendu son âme au diable et trouvé le marché amusant. Et il était orgueilleux aussi, fier comme un paon. Fier comme un paon, répéta Poirot. C'est très suggestif ce que vous dites là. Le superintendant haussa les sourcils. Vous ne voulez quand même pas dire qu'on l'a tué parce qu'il était orgueilleux ? Je veux dire qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'hérédité. Cet orgueil, Siméon Lee l'a transmis à ses fils. Il s'interrompit. Hilda Lee était sortie de la maison et, immobile sur la terrasse, semblait chercher quelqu'un. Chapitre 3. Je souhaitais vous parler, monsieur Poirot. Le superintendant Sugden s'était déjà excusé et s'éloignait vers la maison. Hilda le suivit des yeux. « Je ne le savais pas avec vous, je le croyais avec Pilar. Il a l'air très brave homme, très plein d'égards. » Elle avait une voix agréable, à l'élocution lente et apaisante. « Vous disiez que vous souhaitiez me voir ?» reprit Poirot. « Oui, dit-elle, en inclinant la tête. « Je vous crois capable de m'aider. »« J'en serais ravie, madame. » « Vous êtes un homme très intelligent, monsieur Poirot. Je m'en suis aperçu hier soir. Il est des choses, je crois, que vous découvrirez sans peine, et je voudrais que vous compreniez mon mari. »« Oui, madame. » Je ne me confierai pas ainsi au superintendant Sugden. Il ne comprendrait pas. Vous aussi. Poirot s'inclina. « Vous m'honorez, madame. » Depuis de longues années, poursuivit Hilda sans s'émouvoir,
Depuis bien avant que je le rencontre et que je l'épouse, mon mari est ce qu'il faut bien appeler un infirme mental. Ah! Quand on est gravement blessé dans son corps, c'est très douloureux sur le coup, mais peu à peu ça se guérit. La plaie se referme, l'os se ressoude. Il peut rester une légère faiblesse, une petite cicatrice, mais c'est tout. Mon mari, monsieur Poirot, a reçu une grave blessure mentale à l'âge le plus tendre. Il adorait sa mère et il l'a vue mourir. Il a pensé que son père était moralement responsable de cette mort. De ce choc, il ne s'est jamais vraiment remis. Son ressentiment contre son père n'a jamais faibli. C'est moi qui l'ai persuadé de venir pour Noël cette année, pour qu'il se réconcilie avec son père. Je le voulais pour son bien, pour que cette blessure mentale puisse enfin guérir. Je comprends à présent que c'était une erreur. C'était s'exposer à un grave danger. Seriez-vous en train de m'avouer, madame, que votre mari a tué son père? Ce que je vous avoue, monsieur Poirot, c'est qu'il aurait fort bien pu le faire. Mais j'ajouterai également ceci. Il ne l'a pas fait. Quand Siméon Lee a été tué, son fils jouait la marche funèbre. Le désir de meurtre était dans son cœur. Il est passé dans ses doigts et s'est éteint dans la musique. Voilà la vérité. Poirot demeura quelques instants silencieux avant de reprendre. Et vous, madame, quel est votre verdict sur ce drame ancien? Vous faites allusion à la mort de la femme de Siméon Lee? Oui. J'ai assez vécu pour savoir qu'il faut se garder de juger sur les apparences. Tout tendrait à prouver que Siméon Lee s'est conduit envers sa femme d'une façon abominable et que lui seul doit encourir le blâme. En même temps, je crois sincèrement qu'une certaine faiblesse, une certaine prédisposition au martyre réveille les pires instincts chez un type d'homme bien précis. Siméon Lee, je pense, aurait aimé rencontrer chez sa compagne courage et force de caractère. Résignation et larmes ne faisaient que l'exaspérer. Poirot hocha la tête. « Votre mari a dit hier soir, ma mère ne se plaignait jamais. Est-ce vrai ?»« Bien sûr que non, » répliqua Hilda avec impatience. Elle ne cessait de se plaindre auprès de David. Tout le poids de son malheur, elle le faisait peser sur ses épaules. Il était trop jeune, bien trop jeune pour supporter ce qu'elle lui demandait de supporter. Poirot la regarda d'un air pensif. Elle rougit sous son regard et se mordit la lèvre. « Je vois, dit-il. »« Que voyez-vous » demanda-t-elle d'un ton âpre. « Je vois qu'il vous a fallu être une mère pour votre mari quand vous auriez préféré être sa femme. » Elle se détourna. À ce moment, David Lee sortit de la maison et, longeant la terrasse, vint en leur direction. « Hilda !» lança-t-il d'une voix joyeuse. « C'est une journée splendide, non? On jurerait le printemps au milieu de l'hiver. » Il s'approcha. Il avait la tête rejetée en arrière. Une boucle de cheveux blonds lui tombait sur le front. Ses yeux bleus brillaient. Incroyablement juvénile, il semblait déborder d'ardeur, de radieuse insouciance. Hercule Poirot retint son souffle. « Viens, Hilda, descendons jusqu'au lac, » la pressa David. Elle sourit et passa son bras sous le sien. Tandis que Poirot les regardait s'éloigner, il la vit se retourner pour lui jeter un bref coup d'œil. Et, dans ce regard, il eut le temps de saisir une lueur d'anxiété. À moins que ce ne fût de la peur. Hercule Poirot regagna à pas lents l'autre extrémité de la terrasse. « Comme je l'ai toujours dit, marmottait-il entre ses dents, moi, je suis le père confesseur. Et comme les femmes vont à confesse plus souvent que les hommes, ce sont les femmes qui sont venues à moi ce matin. Verrai-je bientôt paraître une autre de mes ouailles ?» Comme il faisait demi-tour au bout de la terrasse, il eut la réponse à sa question. Lydia Lee marchait à sa rencontre. Chapitre 4. « Bonjour, monsieur Poirot, dit Lydia. «
Tressiliane m'a dit que je vous trouverais ici avec Harry, mais je suis heureuse de vous y trouver seule. Mon mari m'a parlé de vous. Il est très désireux de vous voir. Ah oui? Dois-je aller le trouver maintenant? Pas encore. Il a à peine dormi cette nuit et j'ai fini par lui donner un somnifère assez puissant. Il dort encore et je ne veux pas le déranger. Je comprends, vous avez bien fait. J'ai pu constater hier soir à quel point ça avait été pour lui un choc. Voyez-vous, monsieur Poirot, dit-elle d'un ton grave, il aimait vraiment son père, bien plus que ne le font les autres. Je comprends. Avez-vous... Le superintendant a-t-il la moindre idée de ce qui a pu commettre un crime aussi monstrueux? Nous avons quelques idées, madame, répondit posément Poirot. De qui n'a pas pu le commettre? Lydia laissa échapper un cri d'exaspération. Ça a tout d'un cauchemar. Ça dépasse l'entendement. Je n'arrive pas à croire que ça puisse être vrai. Elle s'interrompit, puis reprit. Et Horbury, était-il vraiment au cinéma comme il l'a prétendu? Oui, madame. On a vérifié ses déclarations. Il a dit la vérité. Lydia pâlit quelque peu. Elle arracha une brindille d'if. Mais c'est atroce. Ça ne laisse que la famille. Très juste. Monsieur Poirot, je ne peux pas croire une chose pareille. Madame, vous pouvez le croire et vous le croyez bel et bien. Elle parut sur le point de protester, puis eut un soupir piteux. Ce qu'on peut être hypocrite. Il hocha la tête. Qu'un membre de la famille assassine votre beau-père ne vous étonne pas le moins de monde. Si vous étiez franche avec moi, vous l'admettriez, madame. Lydia se rebiffa. C'est là une assertion peu banale, monsieur Poirot. Exact. Mais peu banale, votre beau-père l'était, lui aussi. Pauvre vieux, murmura Lydia. Dire que maintenant j'en arrive à le plaindre. Quand il était vivant, il m'horripilait au-delà de toute expression. Je vous crois sans peine, avoua Poirot. Il se pencha sur l'un des bacs. C'est très ingénieux, ça, très joli. Ravi que ça vous plaise, c'est mon passe-temps. Celui-là, avec la glace et les pingouins, c'est l'océan Arctique. Vous aimez? Charmant. Et là, qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est la mer morte. Ou du moins, ça va l'être. Je n'ai pas encore fini. Il ne faut pas regarder. Là, c'est censé représenter Piana en Corse. Les rochers sont roses, vous savez. C'est ravissant avec la mer bleue. Et cette scène de désert, c'est amusant, non? Ils firent le tour des paysages miniatures. Arrivée au dernier, Lydia jeta un coup d'œil à sa montre. Il faut que j'aille voir si Alfred était réveillé. Quand elle se fut éloignée, Poirot retourna lentement vers le jardin que représentait la mer morte. Il l'examina avec beaucoup d'intérêt, puis saisit une petite poignée de cailloux qu'il fit rouler entre ses doigts. Soudain, son visage changea. Il approcha les cailloux de ses yeux. « Sapristi !» s'exclama-t-il. « Ça pour une surprise! Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» 5e partie. 26 décembre. Chapitre 1. Le colonel Johnson et le superintendant Sugden fixaient Poirot d'un air incrédule. Ce dernier replaça précautionneusement une poignée de petits cailloux dans une boîte en carton et repoussa le tout vers le chef de la police. « Eh oui, dit-il, ce sont bien les diamants. »« Et vous les avez trouvés où, dites-vous? Dans le jardin ?»« Dans les petits jardins miniatures de Madame Alfred Lee. »« Madame Alfred ?» Sugden secoua la tête. « C'est aberrant. »« Vous voulez dire, je suppose, demanda Poirot, qu'il vous semble peu probable que Madame Alfred ait égorgé son beau-père. » Sugden balaya la question. « Nous savons déjà qu'elle ne l'a pas fait. J'ai du mal à croire qu'elle ait fauché ses diamants. C'est ça que je voulais dire. » Difficile de la prendre pour une voleuse, en effet.
N'importe qui aurait pu les cacher là, dit Sugden. C'est vrai. Ça tombait bien que dans ce jardin, ça représente la mer morte, il y ait, comme par un fait exprès, des petits cailloux qui ont presque la même forme et le même aspect. Vous voulez dire qu'elle les a mis là exprès, dit Sugden, en prévision? Le colonel Johnson intervint avec force. Je n'y crois pas un instant. Pas un instant. Pourquoi aurait-elle pris ces diamants pour commencer? Oh, pour ça, marmonna Sugden. Il y a une réponse possible à cela, coupa Poirot. Elle peut avoir pris les diamants pour suggérer un mobile. Cela revient à dire qu'elle savait qu'un meurtre allait être commis, bien qu'elle-même n'y ait pris aucune part active. Johnson fronça les sourcils. Ça ne tient pas debout. Vous faites d'elle une complice. Mais de qui aurait pu-t-elle être la complice? Uniquement de son mari. Mais comme nous le savons, lui non plus n'a rien à voir avec le meurtre. Le raisonnement s'écroule. Sugden se caressa pensivement la mâchoire. Oui, dit-il, c'est l'évidence. Non, si Madame Lee a pris les diamants, et c'est un gros si, ce n'était qu'un simple vol, et elle a effectivement pu faire ce jardin exprès pour y cacher les diamants en attendant que le calme soit revenu. Mais il peut s'agir aussi d'une coïncidence. Ce jardin avec des cailloux particuliers a paru au voleur, quel qu'il soit, la cachette idéale. Ce n'est pas du tout exclu, admit Poirot. Je suis toujours prêt à la admettre, une coïncidence. Le superintendant Sugden secouait la tête d'un air de doute. Qu'avez-vous sur le cœur, superintendant? Madame Lee est une femme tout ce qu'il y a de bien, répondit prudemment le policier. Pas commode de croire qu'elle puisse être mêlée à une histoire louche. Mais, bien sûr, on ne peut jamais jurer de rien. Le colonel Johnson recommençait à s'énerver. En tout état de cause, et quelle que puisse être la vérité au sujet de ces diamants, elle n'est pas mêlée au meurtre. La question ne se pose même pas. Le majordome l'a vue dans le salon à l'heure du crime. Vous vous souvenez de ça, Poirot? Je ne l'ai pas oublié, très cher. Le chef de la police se tourna vers son subordonné. Poursuivons. Qu'avez-vous à dire? Quelque chose de neuf? Oui, monsieur. J'ai quelques renseignements sur Horbury en particulier. Il a au moins une bonne raison d'avoir peur de la police. Cambriolage, hein? Non, monsieur. Extorsion de fonds, chantage. Il s'en est sorti faute de preuves, mais j'ai dans l'idée qu'il a eu une ou deux bricoles de ce goût-là à son actif. Comme il n'a pas la conscience tranquille, il a dû penser que nous étions sur sa trace quand Tressilian a parlé d'un officier de police, et il a eu la frousse. Dit Johnson. Autant pour Horbury. Quoi d'autre? Le superintendant tout sauta. Madame George Lee, monsieur, nous avons quelque chose sur elle avant son mariage. Elle vivait avec un certain Jones, capitaine de frégate. Elle se faisait passer pour sa fille, mais elle n'était pas sa fille. À la lueur de ce qu'on nous a raconté, j'en déduis que le vieux monsieur Lee ne s'y était pas trompé. Il avait l'œil en matière de femmes et savait reconnaître une traînée quand on lui en passait une sous le nez. Il a tiré comme ça, à l'aveuglette, pour s'amuser, et il a mis plein dans le mille. Ce qui, outre la question d'argent, donne à cette jeune personne un autre mobile, murmura le colonel Johnson d'un ton pensif. Elle a pu se dire qu'il avait découvert le poteau rose et qu'il avait l'intention d'en parler à son mari. Son histoire de téléphone ne tient pas debout. Elle n'a jamais téléphoné. Pourquoi ne pas les faire venir tous les deux, monsieur, suggéra Sugden, et mettre carrément la question sur la table, pour voir ce que ça donne? Bonne idée, approuva Johnson. Il sonna. Tressilian apparut. Veuillez prier monsieur et madame George Lee de venir ici. Très bien, monsieur. Comme le vieux majordome tournait les talons, Poirot dit « La date sur le calendrier. Elle est restée comme ça depuis le meurtre ?» Tressilian se retourna. « Quel calendrier, monsieur ?»« Celui qui est accroché au mur, là-bas. » Les trois hommes s'étaient de nouveau installés dans le petit bureau d'Alfred Lee.
Le calendrier en question était un éphéméride, avec la date imprimée en gros. Tressilian le fixa de l'autre bout de la pièce, puis s'en approcha lentement. « Je vous demande pardon, monsieur, dit-il, quand il eut le nez dessus. Il a bien été mis à jour. Nous sommes le 26 aujourd'hui. Ah, excusez-moi. Et qui donc l'a mis à jour, selon vous? Monsieur Lee le fait chaque matin, monsieur. Monsieur Alfred est un monsieur très méthodique. Je vois, je vous remercie. Tressilian sortit. Sugden semblait éberlué. Il y a quelque chose de louche avec ce calendrier, monsieur Poirot? Quelque chose qui m'aurait échappé? Poirot haussa les épaules. Le calendrier n'a aucune importance. Je me livrais tout juste à une petite expérience. Le colonel Johnson leva la main pour abréger. Demain, nous aurons l'enquête, et il y aura, cela va de soi, renvoi. Oui, monsieur, acquiesça Sugden. J'ai vu le coroner, et tout est réglé. Chapitre 2. George Lee pénétra dans la pièce, accompagné de son épouse. « Bonjour, dit le colonel Johnson. Asseyez-vous, je vous prie. J'ai quelques questions à vous poser à tous les deux. Un point à éclaircir. » « Je serai heureux de vous fournir toute l'assistance possible, déclara George avec emphase. « Bien sûr, approuva faiblement Magdalen. Le chef de la police fit un signe de tête à Sugden qui attaqua. « Il s'agit de ces coups de téléphone le soir du crime. Vous avez appelé Westeringham, nous avez-vous dit, n'est-ce pas, monsieur Lee ?» « En effet, répondit George fraîchement. J'ai parlé au secrétaire de ma circonscription. Je peux vous adresser à lui et... » Le superintendant Sugden leva la main pour endiguer le flot. « Fort bien, monsieur Lee, fort bien. Nous ne contestons pas ce point. Vous avez obtenu une communication à 20h59 très précise. L'heure exacte, je ne saurais dire. Ah, dit Sugden, mais nous le pouvons. Nous vérifions toujours ces détails-là soigneusement. Très soigneusement. La communication a été établie à 20h59 et s'est terminée à 21h04. Votre père, monsieur Lee, a été tué vers 21h15. Je dois donc vous prier encore une fois de nous dire ce que vous faisiez à ce moment-là. Mais je vous l'ai dit, je téléphonais. Non, monsieur Lee, vous ne téléphoniez pas. Absurde, vous devez vous tromper. Enfin, peut-être ai-je tout juste fini de téléphoner. Je crois que j'étais à passer un autre coup de téléphone. J'étais en train de me demander si cela en valait la dépense, quand j'ai entendu le bruit au premier. Vous n'auriez quand même pas pesé le pour et le contre pendant 10 minutes. Georges s'empourpra. Que voulez-vous dire, s'offusqua-t-il. Que diable essayez-vous d'insinuer? Quelle impudence! Vous mettez ma parole en doute. La parole d'un homme dans ma position. Au nom de quoi devrais-je vous rendre compte de mon emploi du temps minute par minute? C'est la règle, répondit le superintendant avec un flegme que Poirot ne put s'empêcher d'admirer. George se tourna d'un air furieux vers le chef de la police. « Colonel Johnson, allez-vous cautionner cette attitude inqualifiable ?» « Dans une affaire de meurtre, monsieur Lee, dit celui-ci avec raideur, il est indispensable de poser des questions et d'obtenir des réponses. J'ai répondu. Mon coup de téléphone était terminé et j'hésitais à en passer un autre. Vous étiez dans cette pièce quand le branle-bas a commencé au premier. Oui, j'étais ici. Johnson se tourna vers Magdalen. Madame Lee, vous avez bien déclaré, n'est-ce pas, que vous étiez au téléphone quand vous avez entendu le bruit, et qu'à ce moment-là, vous étiez toute seule dans cette pièce. Magdalen perdit contenance. Elle chercha son souffle, jeta à Georges un coup d'œil oblique, regarda Sugden, lança une œillade pathétique au colonel Johnson. « Oh, vraiment ?» dit-elle en désespoir de cause. Je ne sais plus. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. J'étais tellement
bouleversée. J'ai pris votre déclaration par écrit, vous savez, dit Sugden. Elle tourna ses batteries vers lui. Des grands yeux suppliants, une petite bouche tremblante. Mais elle ne rencontra que l'imperturbable froideur d'un homme de mœurs austères qui désapprouvait tout en elle. Bien sûr que j'ai téléphoné, balbutia-t-elle. Simplement, je ne suis plus sûre au juste de quand. Elle se tut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? S'écria son mari. D'où as-tu téléphoné? Pas d'ici, en tout cas. Je prétends, Madame Lee, dit le superintendant, que vous n'avez pas téléphoné du tout. Dans ce cas, où étiez-vous et que faisiez-vous? Ne sachant plus où tourner ses regards, Magdalene opta pour le sanglot. Georges, ne les laisse pas me persécuter. Tu sais bien que si on fait peur et qu'on me bombarde de questions, je suis incapable de me souvenir de quoi que ce soit. Je ne sais plus ce que j'ai dit ce soir-là. C'était si horrible, j'étais si bouleversée. Et ils sont si monstrueux avec moi. Elle se leva d'un bond et se rua hors de la pièce en sanglotant. Georges Lee bondit à son tour. « Qu'est-ce qui vous prend » fulmina-t-il. « Je n'admets pas qu'on harcèle ma femme et qu'on la terrorise de cette façon. Elle est très sensible, c'est scandaleux. J'interpellerai le Parlement sur les méthodes de la police. C'est inqualifiable. » Sur quoi, il sortit d'un pas vengeur en claquant la porte. Le superintendant Sugden renversa la tête en arrière et partit d'un énorme éclat de rire. « Et voilà, nous avons ferré le poisson. Il n'y a plus qu'à laisser venir. » Le colonel Johnson lâcha la bride à son tempérament grognon. « Tout ça ne tient pas debout. Je flaire du louche. Il va falloir que nous lui arrachions une autre déposition. » « Ne vous en faites pas, dit Sugden avec assurance. Elle va revenir dans 2 secondes, quand elle aura trouvé quoi dire. Pas vrai, monsieur Poirot? Poirot, qui semblait s'être perdu dans son songe, sursauta. Pardon? J'ai dit qu'elle n'allait pas tarder à revenir. Oh, sans doute, oui, sans doute. Oui, bien sûr. Qu'y a-t-il, monsieur Poirot? Demanda Sugden en lui jetant un regard scrutateur. Vous avez vu un fantôme? Vous ne croyez pas si bien dire, murmura lentement Poirot. Je me demande si ce n'est pas exactement ça que je viens de voir. Le colonel Johnson s'impatienta. Bon, Sugden, quoi d'autre? J'ai essayé d'établir l'ordre dans lequel chacun est arrivé sur les lieux du crime. Ce qui a dû se passer est assez clair. Après le meurtre, quand le cri d'agonie de la victime a donné l'alarme, le meurtrier s'est glissé hors de la chambre, a fermé la porte de l'extérieur avec des pinces ou un instrument de même genre, et quelques instants plus tard, s'est mué en un de ceux qui se hâtaient vers le lieu du crime. Il n'est, hélas, pas facile d'établir avec certitude qui a vu qui, parce que, dans ce genre de circonstances, la mémoire tend à s'embrouiller. Tressilian dit qu'il a vu Harry et Alfred, Lee, traverser le hall en sortant de la salle à manger et s'élancer dans les escaliers. Cela les met hors de cause, et de toute façon, nous ne les suspectons pas. Autant que je puisse en juger, Miss Estravados est arrivée plus tard, parmi les derniers. En gros, il semble que Fer, Madame Georges et Madame David sont arrivés les premiers. Chacun de ces trois-là affirme que l'un des 2 autres était juste devant lui. C'est ça qui est difficile. Comment faire le partage entre le mensonge délibéré et l'imprécision des souvenirs? Tout le monde s'est précipité, là-dessus on est d'accord. Mais dans quel ordre? C'est une autre paire de manches. Vous pensez que c'est important? Demanda Poirot. C'est le facteur temps, dit Sugden. Le meurtrier, rappelez-vous, n'a disposé que d'un temps incroyablement court. Je vous accorde que le temps est un facteur important dans cette affaire. Ce qui complique encore les choses, poursuivit Sugden, c'est qu'il y a 2 escaliers. Il y a le grand escalier dans le hall, à égale distance de la porte de la salle à manger et de celle du salon. Et puis, il y en a un autre à l'autre bout de la maison.
Stephen Fair a emprunté celui-là. Miss Estravados est venue de cette partie-là de la maison, par le couloir. Sa chambre est à l'opposé de celle du vieux lit. Les autres disent qu'ils ont pris le grand escalier. En effet, c'est assez confus, dit Poirot. La porte s'ouvrit et Magdalen se glissa rapidement dans la pièce. Elle avait le souffle court et une tache rouge sur chaque joue. Elle s'approcha de la table. « Mon mari croit que je me repose. Je suis sortie de ma chambre sans faire de bruit. Colonel Johnson. » Elle le suppliait de ses grands yeux pleins de détresse. « Si je vous dis la vérité, vous n'en soufflerez mot, n'est-ce pas? Je veux dire, vous n'êtes pas forcée de rendre tout public? » Il s'agit, si je comprends bien, Madame Lee, de quelque chose qui n'a pas de rapport avec le crime? Non, aucun. C'est quelque chose qui concerne ma vie privée. Vous ferez mieux de tout nous dire, Madame Lee, et de nous laisser juge. Oui, dit Magdalen, les yeux pleins de larmes. Je vous fais confiance. Je sais que je peux, mais... Bon, vous avez l'air si gentil. Vous comprenez, voilà. Il y a quelqu'un... Elle s'arrêta. Oui, Madame Lee? Je voulais téléphoner à quelqu'un hier soir, un homme, un ami à moi, et je ne voulais pas que Georges le sache. Je sais que c'est très mal de ma part, mais enfin, c'est comme ça. Alors, je suis venue pour téléphoner après dîner, pensant qu'à ce moment-là, Georges serait bien tranquillement à la salle à manger. Mais quand je suis arrivée, je l'ai entendu téléphoner. Alors j'ai attendu. « Où avez-vous attendu, madame ?» demanda Poirot. « Il y a un recoin pour les manteaux et les parapluies derrière l'escalier. Il y fait sombre. Je me suis glissée parce que là, je pouvais voir Georges sortir de cette pièce. Mais il n'est pas sorti. Et puis, il y a eu tout ce bruit, et Monsieur Lee a hurlé, et j'ai couru au premier. » Donc, votre mari n'a pas quitté cette pièce jusqu'au moment du meurtre? Non. Et vous-même, dit Johnson, vous avez attendu dans le renfoncement de l'escalier de 9h à 9h15. Oui, mais je ne pouvais pas le dire, vous comprenez? Il aurait voulu savoir ce que je faisais là. C'était très, très embarrassant pour moi. Vous devez bien comprendre, n'est-ce pas? C'était certainement très embarrassant, dit Johnson d'un ton sec. Elle lui adressa un sourire timide. Je suis tellement soulagée de vous avoir dit la vérité. Et vous ne répéterez rien à mon mari, n'est-ce pas? Non, je suis sûre que non. Je peux vous faire confiance à tous les trois. Elle les engloba dans un dernier regard pathétique, puis s'enfuit prestement. Le colonel Johnson poussa un profond soupir. Bof, il n'est pas impossible que ça se soit passé comme ça. C'est une histoire parfaitement plausible. D'un autre côté, il est tout ce qu'il y a de plus plausible que tel ne soit pas le cas, compléta Sugden. Exactement. Nous n'en savons rien. Chapitre 3. Lydia Lee se tenait devant la fenêtre, au fond du salon. Sa silhouette était à demi dissimulée par des lourdes tentures. Un bruit soudain la fit se retourner pour découvrir Poirot, immobile, à l'entrée de la pièce. « Vous m'avez fait peur, monsieur Poirot. »« Je m'excuse, madame. Je marche doucement. »« J'ai cru que c'était Horbury. » Hercule Poirot hocha la tête. « C'est vrai qu'il a le pas léger, celui-là, comme un chat, ou un voleur. » Il se tut et la regarda attentivement. Mais il ne vit rien sur son visage. Rien d'autre qu'une petite grimace de dégoût. « Cet homme m'a toujours déplu. Je serais contente de me débarrasser de lui. »« Vous serez fort avisée de le faire, madame. » Elle lui lança un coup d'œil acéré. « Que voulez-vous dire? Vous savez quelque chose sur son compte? » C'est un homme qui recueille des secrets pour les utiliser à son profit. « Vous pensez qu'il sait quelque chose? Sur le meurtre? » Poirot hocha les épaules. «
Il a le pied léger et l'oreille qui traîne. Il peut avoir surpris quelque chose qu'il garde momentanément pour lui. Vous voulez dire qu'il pourrait essayer de faire chanter l'un d'entre nous ? Demanda Lydia, sans y aller par quatre chemins. C'est dans les domaines du possible, mais ce n'est pas ce qui m'amène ici. Qu'est-ce qui vous amène ? J'ai eu un entretien avec Monsieur Lee, dit Poirot en pesant ses mots. Il m'a fait une proposition, et je voulais en discuter avec vous avant d'accepter ou de refuser. Mais j'ai été si frappé par le tableau que vous formiez, le délicieux motif de votre robe sur le rouge profond des tentures, que je me suis arrêtée pour admirer. Vraiment, monsieur Poirot, dit-elle vivement, est-ce bien le moment pour se perdre en compliments ? Je vous demande pardon, madame. Si peu de dames anglaises ont le sens de la toilette. La robe que vous portiez la première fois que je vous ai vue, ce dessin audacieux et simple à la fois, était un condensé de grâce et de distinction. À quel propos vouliez-vous me voir ? S'impatienta Lydia. Poirot devint grave. Simplement ceci, madame. Votre mari désire que je m'occupe de cette enquête. Il me demande de rester ici, dans la maison, et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir le fin mot de cette affaire. Eh bien, je ne saurais accepter une invitation qui n'emporterait pas l'adhésion de la maîtresse de maison, dit gravement Poirot. Il va de soi que je m'associe à mon mari pour vous prier d'accepter, dit-elle avec froideur. Certes, madame, mais il me faut plus que cela. Désirez-vous vraiment me voir accepter ? Pourquoi pas ? Soyons tout à fait francs. Ce que je vous demande, c'est ceci. Souhaitez-vous que la lumière soit faite, oui ou non ? Naturellement. Poirot soupira. N'avez-vous donc à offrir que des réponses conventionnelles ? Je suis une femme conventionnelle, dit Lydia. Puis elle se mordit la lèvre, hésita et finit par dire « Peut-être vaut-il mieux parler à cœur ouvert. Je vous comprends, bien sûr. La situation n'a rien d'agréable. Mon beau-père a été sauvagement assassiné et, à moins de parvenir à inculper le vol et de meurtre le suspect le plus plausible, Horbury, ce qui ne semble guère possible, on en arrive à ceci. C'est quelqu'un de sa propre famille qui l'a tué. Or, traduire cette personne en justice revient à jeter sur nous tous l'opprobre et le scandale. Pour être tout à fait honnête, je dois reconnaître que je ne souhaite pas que cela se produise. Vous préféreriez que le meurtrier reste impuni ? Il y a sûrement plus d'un meurtrier impuni qui se promène de par le monde. Ça, je vous l'accorde. Alors, un de plus, qu'est-ce que cela fait ? Et qu'en est-il des autres membres de la famille, les innocents ? Elle le regarda avec stupeur. Eh bien, quel est le problème ? Vous rendez-vous compte que, s'il en est ainsi, personne ne saura jamais. Le soupçon continuera à peser sur chacun d'entre vous. Je n'avais pas pensé à ça, dit-elle, troublée. Personne ne saura jamais qui est le coupable, répéta Poirot. À moins, madame, ajouta-t-il à mi-voix, que vous ne le sachiez déjà. Vous n'avez pas le droit de dire ça, s'écria-t-elle. Ce n'est pas vrai. Oh, si seulement ce pouvait être un étranger, pas un membre de la famille. Ça pourrait être les deux, dit Poirot. Elle écarquilla les yeux. Que voulez-vous dire ? Ce pourrait être un membre de la famille, et en même temps un étranger. Vous ne voyez pas ce que je veux dire ? Eh bien, c'est une idée qui est venue à l'esprit d'Hercule Poirot. Il la regarda droit dans les yeux. Alors, madame, que dois-je dire à monsieur Lee ? Lydia leva les mains et les laissa retomber dans un geste d'impuissance. Vous devez accepter, bien sûr. Chapitre 4. Pilar était debout au beau milieu de la salle de musique. Mais elle se tenait très raide, et ses yeux étaient inquiets comme ceux d'un animal qui flaire le danger.
Je veux m'en aller d'ici. Vous n'êtes pas la seule à en avoir envie, lui répondit gentiment Stephen Fair. Mais ils ne vous laisseront pas partir, mon chou. Vous voulez dire la police? Oui. Ce n'est pas agréable d'avoir affaire à la police, dit Pilar avec un grand sérieux. C'est une chose qui ne devrait pas arriver à des gens respectables. Vous parlez de vous? Demanda Stephen avec un petit sourire. Non, je parle d'Alfred et de Lydia, et de David et de George, et de Hilda, et oui, même de Magdalene. Stephen alluma une cigarette et en tira quelques bouffées. Pourquoi cette restriction? Je vous demande pardon? Pourquoi laisser de côté frère Harry? Dit Stephen. Pilar se mit à rire, découvrant ses dents blanches et régulières. Oh, Harry, c'est autre chose. Je crois qu'il sait très bien ce que c'est d'avoir affaire à la police. Vous avez peut-être raison, c'est vrai qu'il est un peu trop pittoresque pour coller dans le tableau de la famille. Il changea brusquement de sujet. Vous aimez bien votre famille anglaise, Pilar? Ils sont gentils, répondit-elle d'une voix hésitante. Ils sont tous très gentils, mais ils ne rient pas souvent. Ils ne sont pas gais. Ma chère petite, il vient d'y avoir un meurtre dans cette maison. Bof, oui, dit Pilar sans conviction. Un meurtre, énonça doctement Stephen, n'est pas un événement qui se produit tous les 4 matins, comme on pourrait le croire à votre insouciance. Pour l'Espagne, je ne sais pas, mais en Angleterre, on prend le crime très au sérieux. Vous vous moquez de moi, dit Pilar. Vous vous trompez, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Pilar le regarda longuement. Parce que vous aussi, vous voulez partir d'ici? Oui. Et ce beau policier si bien bâti ne vous laissera pas faire. Je ne lui ai pas demandé, mais il ne fait aucun doute qu'il refuserait. Il faut que je prenne bien garde où je mets le pied, Pilar, et que je sois très très prudent. C'est fatigant, dit Pilar en hochant la tête. C'est même un peu plus que ça, ma chère. Et maintenant, on a cet étranger bizarre qui fourre son nez partout. Je ne crois pas qu'il arrive à grand-chose, mais il me rend nerveux. Pilar avait l'air de réfléchir intensément. Mon grand-père était très, très riche, non? J'imagine, oui. À qui va aller son argent maintenant? À Alfred et aux autres? Ça dépend de son testament. Il aurait pu me laisser de l'argent, dit-elle pensivement. Mais j'ai bien peur qu'il ne l'ait pas fait. Tout ira bien, dit gentiment Stephen. Après tout, vous faites partie de la famille. C'est chez vous, ici. Il faudra bien qu'il s'occupe de vous. Oui, dit Pilar avec un grand soupir. C'est chez moi, ici. C'est très amusant, ça. Mais en fait, ce n'est pas amusant du tout. Je comprends que vous ne trouviez pas ça hilarant. Pilar poussa un nouveau soupir. Croyez-vous que nous pourrions faire marcher le gramophone et danser un peu? Stephen prit un air circonspect. Ça ne ferait pas très bon effet. Cette maison est en deuil, figurez-vous. Petite horreur d'Espagnol sans cœur. Mais je ne suis pas triste du tout, dit Pilar en ouvrant ses grands yeux. Parce que je ne connaissais pas vraiment mon grand-père. Et même si j'aimais bien parler avec lui, je ne veux pas pleurer et avoir l'air malheureuse parce qu'il est mort. C'est très bête de faire semblant. Vous êtes adorable, s'exclama Stephen. On pourrait mettre des bas et des gants dans le gramophone, suggéra Pilar d'une voix câline. Comme ça ne ferait pas trop de bruit et personne n'entendrait. Alors allons-y, tentatrice. Elle eut un rire joyeux et partit en courant vers la salle de danse à l'autre bout de la maison. À la hauteur du passage qui menait à la porte du jardin, elle se figea sur place et Stephen, qui l'avait rattrapée, en fit autant. Hercule Poirot avait décroché un portrait au mur et venait de l'examiner à la lumière qui venait de la terrasse. Il leva les yeux et s'aperçut de leur présence. « Tiens, tiens, dit-il, vous tombez bien. »« Que faites-vous » demanda Pilar. Elle vint se placer à côté de lui. Poirot expliqua gravement. « Je suis en train d'étudier quelque chose de très important. Le visage de Siméon Lee, jeune homme. »« Oh, c'est mon grand-père, ça ?»
Oui, mademoiselle. Elle contempla longuement le portrait. Quelle différence, dit-elle lentement. Quelle différence. Il était si vieux, si desséché. Là, il ressemble à Harry. Comme Harry a pu être il y a 10 ans. Hercule Poirot hocha la tête. Oui, mademoiselle, Harry Lee est bien le fils de son père. Et là, il la guida le long de la galerie. Voici madame, votre grand-mère. Un long visage doux, des cheveux très blonds, des yeux bleus, pâles. Comme David, dit Pilar. Un peu Alfred aussi, dit Stephen. L'hérédité, dit Poirot. C'est très intéressant. Monsieur Lee et sa femme étaient des types diamétralement opposés. Dans l'ensemble, les enfants issus de ce mariage ont pris du côté de leur mère. Voyez ici, mademoiselle. Il pointa du doigt un tableau représentant une jeune fille d'à peine 20 ans, avec des cheveux comme des fils d'or et des grands yeux bleus rieurs. Les tons rappelaient l'épouse de Siméon Lee. Mais il y avait dans ce portrait un esprit, une vivacité qui n'avait jamais habité les yeux pâles et les traits placides de l'autre. « Oh !» dit Pilar. Le rouge lui monta au visage, tandis qu'elle portait la main à son cou. Elle tira un médaillon au bout d'une chaîne d'or et l'ouvrit d'une pression du doigt. Le même visage rieur regarda Poirot. « Ma mère !» dit Pilar. Poirot hocha la tête. L'autre face du médaillon contenait le portrait d'un homme. Il était jeune et beau, avec des cheveux noirs et des yeux bleus foncés. « Votre père ?» dit Poirot. « Oui, dit Pilar, c'est mon père. Il est follement beau, non ?»« Tout à fait. Peu d'Espagnols ont les yeux bleus, n'est-ce pas, señorita ?»« Parfois dans le nord. Et puis, la mère de mon père était irlandaise. »« Ainsi, dit pensivement Poirot, vous avez du sang espagnol, irlandais et anglais. Et une goutte de sang tzigane aussi. Savez-vous ce que je pense, mademoiselle ? Qu'avec un héritage pareil, vous feriez une ennemie redoutable. » Stephen éclata de rire. « Vous vous rappelez ce que vous m'avez dit dans le train, Pilar ? Que vous, vos ennemis, vous leur couperiez la gorge ? Oh !» Il s'interrompit, soudain conscient de la portée de ses paroles. Hercule Poirot s'empressa de changer de conversation. « Ah, à propos, señorita, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Votre passeport. Mon ami, le superintendant, en a besoin. Comme vous le savez, il y a des règlements de police très stupides et très assommants, mais inévitables pour les étrangers de ce pays. Et bien sûr, aux yeux de la loi, vous êtes une étrangère. » Pilar leva les sourcils. « Mon passeport ? Oui, je vais le chercher. Il est dans ma chambre. » Poirot lui emboîta le pas tout en s'excusant encore. « Je suis navré de vous ennuyer avec ça, croyez-le bien. » Ils étaient arrivés au bout de la galerie. De là partait un escalier. Pilar le grimpa en courant. Poirot à sa suite. Stephen fermait la marche. La chambre de Pilar se trouvait juste au débouché de l'escalier. « Je vais vous le chercher, dit-elle en devant la porte. » Et elle s'engouffra, tandis que Poirot et Stephen Fère restaient à l'attendre. « Quel idiot ! Je m'en veux d'avoir dit ça, dit Stephen, tout contrit. Mais je ne crois pas qu'elle l'ait remarqué, en fait. Pas vous ? » Poirot ne répondit pas. Il tenait la tête un peu de côté, comme s'il écoutait quelque chose. « Les Anglais raffolent du grand air, finit-il par dire. Miss Estravados a dû hériter de cette passion. »« Pourquoi ?» demanda Stephen, éberlué. « Parce que, répondit doucement Poirot, bien qu'il fasse extrêmement froid aujourd'hui, il y a du verglas alors qu'hier il faisait si bon. Miss Estravados vient d'ouvrir sa fenêtre en grand. C'est stupéfiant d'aimer l'air frais à ce point. » Il y eut une brusque exclamation en espagnol dans la chambre, et Pilar réapparut en riant, l'air confus. « C'est trop bête !» s'écria-t-elle. « Je suis d'une maladresse. Ma petite valise était posée sur l'appui de la fenêtre, et j'ai fouillé dedans tellement vite que j'ai bêtement fait tomber mon passeport par la fenêtre. Il est dans le parterre de fleurs, en dessous. Je cours vous le chercher. »« J'y vais, dit Stephen.
Mais Pilar s'était déjà lancée. « Non, non, c'est de ma faute, cria-t-elle par-dessus son épaule. « Allez dans le salon avec Monsieur Poirot, je vous l'apporterai là-bas. » Stephen Fair parut tenter de courir après elle, mais la main de Poirot s'abattit doucement sur son bras, et sa voix ordonna. « Allons de ce côté. » Il parcourut le couloir du premier étage, en direction de l'autre extrémité de la maison, et ils parvinrent devant le grand escalier. « Ne descendons pas tout de suite, proposa Poirot. Si vous voulez bien, allons dans la chambre du crime. Il y a quelque chose que je voudrais vous demander. » Ils prirent le corridor qui menait à la chambre de Siméon Lee. Sur la gauche, ils passèrent devant une alcôve qui abritait 2 statues de marbre, 2 robustes nymphes agrippées à leurs chlamydes dans un paroxysme de décence victorienne. Stephen Fair leur lança un coup d'œil. « À la lumière du jour, elles vous font froid dans le dos. Quand je suis passé devant l'autre soir, j'ai cru qu'il y en avait 3. Mais, Dieu merci, elles ne sont que 2. » Ce n'est plus dans le goût actuel, admit Poirot. Mais, en leur temps, elles ont certainement dû coûter une fortune. Elles font meilleur effet la nuit, je pense. Oui, on ne distingue alors que leur silhouette blafarde. La nuit, tous les chats sont gris, murmura Poirot. Ils trouvèrent le superintendant Sugden dans la chambre, agenouillé près du coffre qu'il examinait à l'aide d'une loupe. Il leva les yeux vers eux. Il a bien été ouvert avec la clé par quelqu'un qui connaissait la combinaison. Aucun signe d'effraction. Poirot s'approcha et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Le superintendant hocha la tête et quitta la pièce. Poirot se retourna vers Stephen Fair, qui contemplait, immobile, le fauteuil où Siméon Lee avait l'habitude de s'asseoir. Il semblait troublé, et une veine battait sur son front. Poirot le regarda un long moment avant de rompre le silence. « Ça vous rappelle des souvenirs, hein ?» « Il y a 2 jours, dit lentement Stephen. Il était assis là et bien vivant. Et maintenant... » Il s'ébroua. « Eh bien, monsieur Poirot, vous m'avez amené ici pour me demander quelque chose ? » ?»« Ah oui, c'est bien vous qui êtes arrivé le premier sur les lieux l'autre soir. »« Vous croyez ? Je ne m'en souviens pas. Non, je crois qu'une des dames était ici avant moi. »« Laquelle ? » ?»« La femme de Georges, ou celle de David. Je ne sais plus. Elles sont toutes les 2 arrivées assez vite. »« Vous n'avez pas entendu le cri, avez-vous dit ? » ?»« Je ne crois pas, non. Je ne me souviens plus très bien. Quelqu'un a crié, mais c'était peut-être quelqu'un en bas. »« Vous n'avez pas entendu quelque chose comme ça ?» Poirot renversa la tête en arrière et poussa soudain un hurlement strident. C'était si inattendu que Stephen eut un mouvement de recul et manqua de tomber. « Bon sang de bonsoir !» s'écria-t-il avec colère. « Vous voulez donc ameuter toute la maison ? Non, je n'ai rien entendu qui ressemblait à ça. Vous avez dû semer la panique. Ils vont croire qu'il y a un nouveau meurtre. » Poirot prit un air penaud. « C'est vrai, murmura-t-il. C'était idiot. Il faut les prévenir tout de suite. » Il sortit en toute hâte. Lydia et Alfred étaient au pied de l'escalier, la tête levée. Georges sortit de la bibliothèque pour les rejoindre, et Pilar arriva en courant, son passeport à la main. « Ce n'est rien, claironna Poirot. Ne vous inquiétez pas, je me livrerai à une petite expérience, c'est tout. » Alfred eut l'air fâché, et Georges indigné. Poirot laissa Stephen se charger des explications et fila vers l'autre extrémité de la maison. Au bout du couloir, le superintendant Sugden sortait discrètement de la chambre de Pilar. « Eh bien ?» demanda Poirot. Le superintendant secoua la tête. Rien entendu. Puis, il croisa le regard de Poirot et hocha la tête avec admiration. Chapitre 5. « Alors, vous acceptez, monsieur Poirot ?» dit Alfred Lee. Il porta à sa bouche une main légèrement tremblante. Dans son regard brun brillait une fébrilité inhabituelle. Sa parole était saccadée. Lydia, debout près de lui, anxieuse, le regardait sans rien dire. « Vous ne savez pas, dit Alfred, vous n'imaginez pas ce
ce que cela représente pour moi. Le meurtrier de mon père doit être trouvé. Puisque vous m'assurez avoir mûrement réfléchi et pesé le pour et le contre, eh bien oui, j'accepte. Mettez-vous cependant bien en tête, monsieur Lee, qu'il ne peut y avoir de retour en arrière. Je ne suis pas un chien qu'on lance sur une piste et qu'on siffle pour le rappeler parce qu'on n'aime pas le gibier qu'il a levé. Bien sûr, tout est prêt. Votre chambre a été préparée. Restez aussi longtemps que vous voudrez. Ce ne sera pas long, assura Poirot d'un ton grave. Hein? Pourquoi? J'ai dit que ce ne serait pas long. Dans cette affaire, le cercle des suspects est si restreint que je ne peux manquer de découvrir rapidement la vérité. Je crois que nous approchons déjà de la fin. Alfred le fixa avec stupeur. Impossible. Pas du tout. Tous les faits convergent plus ou moins vers la même direction. Il reste encore à éclaircir quelques détails insignifiants. Quand ce sera fait, la vérité apparaîtra. Vous voulez dire que vous savez? Demanda Alfred d'une voix incrédule. Poirot sourit. Oh oui, je sais. Mon père, dit Alfred. Puis il se détourna. Poirot, lui, enchaîna sans prendre de gants. J'ai 2 requêtes à vous adresser. Tout ce que vous voudrez, dit Alfred d'une voix sourde. D'abord, je voudrais que le portrait de jeunesse de monsieur Lee soit placé dans la chambre que vous avez eu la bonté de m'attribuer. Alfred et Lydia le contemplèrent, bouche bée. Le portrait de mon père, finit par dire Alfred. Mais pourquoi? Poirot eut un geste vague de la main. Eh bien, disons qu'il va m'inspirer. Vous proposez-vous, monsieur Poirot, persifla Lydia, de résoudre ce crime par la voyance? Disons, madame, que j'entends utiliser non seulement les yeux du corps, mais également ceux de l'esprit. Elle haussa les épaules. Poirot reprit. Ensuite, monsieur Lee, j'aimerais connaître les circonstances exactes qui ont entouré la mort du mari de votre sœur, Juan Estravadros. Est-ce indispensable? Demanda Lydia. Il nous faut tous les faits, madame. Au cours d'une querelle à propos d'une femme, articula Alfred, Juan Extravados a tué un homme dans un café. Comment l'a-t-il tué? Alfred jeta à Lydia un regard de détresse. Elle répondit d'une voix égale. Il l'a poignardé. Juan Extravados n'a pas été condamné à mort parce qu'il avait eu une provocation. Il s'est vu infliger une lourde peine d'emprisonnement et il est mort en prison. Sa fille est-elle au courant? Je ne crois pas. Non, intervint Alfred. Jennifer ne lui a jamais dit. Merci. Vous ne croyez pas que Pilar... commença Lydia. Oh, c'est absurde. À présent, monsieur Lee, poursuivit Poirot, consentirez-vous à me donner quelques renseignements sur votre frère, monsieur Harry Lee? Que voulez-vous savoir? J'ai cru comprendre qu'il était plus ou moins la honte de la famille. Pourquoi? C'est si loin, murmura Lydia. Si vous voulez le savoir, monsieur Poirot, dit Alfred, tandis que le rouge lui montait au front, il a volé une grosse somme d'argent en imitant la signature de mon père sur un chèque. Comme de bien entendu, mon père n'a pas porté plainte. Harry a toujours été un filou. Il a eu des ennuis dans le monde entier. Il a passé sa vie à envoyer des câbles pour qu'on le sorte du pétrin. Il a été en prison un petit peu partout. Tout ça, je ne le sais pas vraiment, Alfred, dit Lydia. Les mains de son mari se remirent à trembler sous le coup de la colère. Harry est un vaurien et un escroc. Il l'a toujours été. À ce que je vois, dit Poirot, vous n'éprouvez pas l'un pour l'autre un amour immodéré. Il a bafoué mon père. Il l'a ignoblement bafoué. Lydia poussa un soupir, un infime soupir d'impatience. Poirot l'entendit et lui jeta un coup d'œil acéré. Si seulement on pouvait retrouver ces diamants, dit-elle. Je suis sûre que c'est là que réside la solution. Mais on les a retrouvés, madame, dit Poirot. Quoi? Poirot susurra. On les a retrouvés dans votre petit jardin de la mer morte.
dans mon jardin. Ça alors, ça c'est inimaginable. N'est-ce pas, madame? Fit Poirot, dont la voix n'était plus qu'un murmure.